Bonjour Yael Yardeni. Bonjour. Je vais vous poser quelques questions pour comprendre un petit peu mieux ce qu'est l'astrologie kabbalistique, comment elle peut nous aider au quotidien et comment travaille une astrologue kabbalistique comme vous êtes. Mais avant toute chose, pour commencer par le commencement, je voudrais tout simplement vous demander de nous présenter un petit peu votre parcours en tant qu'enseignante et astrologue au centre de la Kabbale. Eh bien, c'était un parcours il y a bien longtemps, en fait. C'est un petit peu une histoire comme il était une fois. C'était en 1987. En fait, je suis née en France et donc j'ai fait mes études. J'ai fait quelques années de fac de médecine. Après, je suis passée à l'école des sages-femmes. Et puis, en 1987, j'ai eu une idée. J'avais un membre de ma famille qui déjà apprenait la Kabbale. Lui, il avait rencontré le centre de la Kabbale qui n'existait pas du tout à l'époque en France. Il n'existait qu'en Israël et qu'aux États-Unis, en fait, à New York. En fait, on correspondait beaucoup. On s'envoyait des messages sur le sens de la vie, etc. Et donc, pendant les vacances, en 87, il me dit, mais écoute, viens, il faut que tu viennes, il faut que tu viennes. Il y a une école ici, on peut apprendre la Kabbale, tu vas beaucoup aimer. Et donc, je me suis lancée, je me suis dit, bon, ben, on est en vacances de toute manière. Donc, j'ai fait mon visa, je suis partie à New York. Je suis arrivée à New York, comté du Queens. Je rentre en plein milieu d'un cours de premier niveau, en fait, de Kabbale, de Kabbalah. Mhm. Et j'ai commencé avec mon anglais de lycée, en fait, hein. J'ai commencé à apprendre. Et puis ça y est, j'ai ressenti une énergie extraordinaire. Je me suis dit, bon, mais tous ces concepts, on ne les a jamais entendus. C'est vraiment, c'est terrible. Il faut absolument qu'on arrive à diffuser un petit peu tout ça. Et en fait, mon premier job au Kabbalah Center, c'était d'aider à traduire tous les livres du Rav, en particulier les livres d'astrologie kabbalistique, de l'anglais en français. C'était mon premier job. Donc, je pense que c'est quelque part le doigt de la destinée, hein. Il y a vraiment la destinée là-dedans. Il y a vraiment une grande image que je n'avais pas comprise, évidemment, à l'époque. Donc, j'avais une vingtaine d'années, hein, et j'ai commencé tout le travail de traduire tous les ouvrages, de traduire aussi en français. À l'époque, c'était des cassettes. Alors, c'était des cassettes audio de toutes les nouvelles lunes, en fait, de tous les signes du zodiaque par rapport à la Kabbale. Et c'était vraiment fantastique. Donc, j'ai fait ce travail pendant 2 ans. Et après 2 ans, on a eu vraiment, c'était un concours de circonstances extraordinaires où quelqu'un est venu taper à notre porte au centre de Cabal du Queens, qui était française. Son nom, c'était Nicole. Et c'était vraiment, elle est toujours dans nos cœurs si elle entend cette interview. Et elle a dit, bah, il faut qu'on ouvre un centre de la Kabbale en France. Et à ce moment-là, il y avait le doyen du centre de la Kabbale, le Rav Beck, qui a dit, bah, absolument, on va envoyer une équipe. Donc, c'était ce membre de ma famille, Simon Sarfati, qui est parti, et mon futur mari qui sont partis en France. Et voilà. Donc, du coup, on a commencé avec une petite branche, etc. Et moi, j'ai continué vraiment à approfondir toute ma connaissance de Kabbale et d'astrologie kabbalistique par rapport à vraiment tous les cours vraiment très profonds et magnifique qu'on a entendu en fait grâce aux doyens, grâce au Ravberg, vraiment des choses qu'on n'avait jamais entendues avant, qui n'avaient jamais presque vu le jour. Elles existaient toujours, mais elles n'ont jamais été mises publiques en fait, toute Mhm. cette information. Et donc j'ai continué. Donc depuis 1987, hein, ça me fait un petit peu le dinosaure au centre de Kabbalah. Ça fait déjà pas mal d'années. Et donc j'ai approfondi le parcours de l'astrologie kabbalistique en devenant une astrologue kabbalistique à plein temps. Ça s'est passé en 2003. Et voilà. Donc, depuis, j'ai dû voir peut-être 10 000 personnes. Je donne des cours. J'ai fait plusieurs fois le tour du monde en donnant des séminaires d'astrologie kabbalistique. Et vraiment pour élever la conscience humaine et comprendre
qu'il y a une influence astrale dans nos vies. On ne peut pas négliger cette influence. Tout le monde connaît l'influence de la lune sur les marées, la lune évidemment même sur les humains. Vous savez, dans les hôpitaux psychiatriques, dans des postes de police, les lunes, les lunes complètes, hein, quand c'est un moment de full moon, la lune est complète, la lune est entière, c'est en général, c'est la grande pagaille parce qu'il y a beaucoup d'énergie et donc les patients où il y a beaucoup plus de cambriolage, enfin il y a plein de choses quand on regarde les études de plus près, c'est extraordinaire de voir l'influence astrale qui est dans toutes nos vies en fait. Et donc je dédie ma vie à élever la conscience humaine, à la compréhension de comment on peut contrôler beaucoup plus nos vies, maîtriser beaucoup plus ces influences astrales qui existent, bien que nous ne le savons pas, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas. On ne voit pas les microbes, on ne voit pas les bactéries. Il y a tout un monde qui est complètement invisible, pourtant il existe. Donc c'est la même chose. Hein. C'est pas seulement ce qu'on voit, il y a tellement de choses qui ne sont pas visibles, mais qui existent quand même et dont on doit vraiment tenir compte, en fait. Donc voilà, donc c'est un petit peu en gros mon parcours. Et maintenant, je suis entre deux centres de Kabbale, un à Londres et un à Moscou. Et effectivement, à Moscou. Ne me demandez pas comment est mon russe. Mon russe, c'est catastrophique. Mais enfin, je me débrouille. Hein. Je parle un petit peu un langage russe un petit peu bizarre. Mais je me débrouille avec, grâce à des traducteurs, etc. Donc, on est en fait 2 mois à Londres et 2 mois en Russie avec mon mari. Et donc, voilà, on est responsable de ces 2 centres et on donne des conférences un petit peu partout. En fait, en vrai, hein, en 2 minutes. Ouais, non, mais c'est bien résumé. Donc, vous êtes astrologue kabbalistique, mais je vais tout simplement vous demander quelle est la différence entre l'astrologie kabbalistique et l'astrologie, on va dire, traditionnelle, enfin celle qu'on connaît tous. C'est une très bonne question. On doit comprendre qu'il y a énormément de points communs, d'accord? Il y a beaucoup de points communs, mais en fait, on a un calendrier binaire, d'accord? Le calendrier qu'on utilise quand on étudie l'astrologie kabbalistique, c'est un calendrier binaire. Si on veut, c'est un calendrier qui est beaucoup plus intuitif parce que nos mois commencent avec la naissance de la lune nouvelle, d'accord? Donc, dans les mois de l'année, on suit les mouvements de la Lune. Donc, quand la Lune est née, c'est le début du mois, donc le début du mois kabbalistique, le début du mois hébraïque, et le mois se termine après 29 jours et demi ou 30 jours. Donc, du coup, le mois étant plus court que le mois grégorien, on se rend compte que l'année lunaire, elle est beaucoup plus courte et de manière à respecter toutes les saisons, parce que les saisons doivent être respectées, et ça, c'est le calendrier solaire. 7 fois en 19 ans, c'est vraiment une manière d'essayer pas de calculer parce que c'est pas exactement régulier. 7 fois en 19 ans, on ajoute un mois supplémentaire dans l'année qui est un deuxième mois du poisson. D'accord? Donc, toute notre année est vraiment différente de l'année grégorienne. D'accord? Donc, ça, c'est je dirais, un niveau de différence qu'il y a entre les deux astrologies. Le deuxième niveau de différence entre les deux astrologies, c'est que notre interprétation des signes et notre interprétation des planètes est vraiment différente de la manière traditionnelle, quote unquote, traditionnelle, si on veut entre guillemets, que l'on connaît. C'est-à-dire que effectivement, les planètes auront des points communs. On va voir vraiment dans l'interprétation certains points communs, mais l'interprétation kabbalistique est beaucoup plus profonde. Donc, du coup, par exemple, pour vous donner un exemple concret, effectivement, il y a toujours 4 éléments dans la nature, 4 éléments en astrologie, et il y a 3 signes de chaque famille astrologique. Hein. Par exemple, la famille du feu, la famille de la terre, la famille de l'air, la famille de l'eau. Mais les signes
qui appartiennent à cette famille et ils auront une énergie interne qui est différente. Alors, par exemple, pour donner un exemple un peu plus concret, disons la famille des signes de feu. D'accord? Famille feu, on a le bélier, on a le lion et on a le sagittaire. D'accord? Les trois sont des signes de feu. Donc, on va avoir des points communs parce que le feu, c'est l'énergie, le feu, c'est l'enthousiasme, le feu, effectivement, ça met beaucoup de lumière là où ça va. Mais il y a une subdivision, c'est-à-dire que par exemple le bélier sera l'eau du feu dans le calendrier kabbalistique, le lion sera le feu du feu et le sagittaire sera l'air du feu. C'est-à-dire qu'il y a une énergie externe qui est la famille du feu et une énergie interne qui est un autre élément complètement. Et ça explique de manière extraordinaire les comportements parce que du coup, c'est tout du feu. Donc, quelle est la différence? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de trois signes astrologiques pour exprimer le feu, qui est l'enthousiasme, qui est l'énergie, qui est aussi vraiment des fois la colère, n'est-ce pas? Parfois, c'est aussi la colère. Eh bien là, on a une subdivision qui explique tout. Le bélier qui est beaucoup plus sensible, c'est le plus sensible parce que c'est l'eau du feu, le plus sensible de tous les signes astrologiques du feu. Le lion qui est vraiment un signe, c'est le feu du feu, c'est le plus fort, mais aussi le plus destructeur de tous les signes du feu. Oui, le feu du feu. On peut juste s'imaginer les colères qu'un lion peut avoir et la vengeance. D'ailleurs, on trouve tous les dictateurs dans les signes de feu. Il y a énormément de dictateurs en histoire qui étaient effectivement des signes de feu et des lions en particulier. Je vous donnerai quelques exemples. Effectivement, Napoléon Bonaparte, Staline, il y en a plein. D'accord, Hugo Chavez, Fidel Castro. Il y a une liste infinie de signes de feu aux colères épouvantables, n'est-ce pas, qui ont essayé de conquérir et vraiment de pousser les différents États, les différents pays à un niveau meilleur, bon, de manière avec beaucoup de succès ou sans succès. Et les Sagittaires, l'air du feu, les Sagittaires qui sont super intellectuels, qui vont avoir, par exemple, 7 carrières dans une seule vie, ça c'est l'air. L'air, il a des problèmes on dit en anglais commitment. Ils n'arrivent pas à s'engager complètement. Donc, à chaque fois, ils ont une autre carrière, ils ont d'autres idées, ils essaient d'aller à d'autres écoles. Et donc, on voit trois parcours complètement différents qui sont dans les signes de feu. D'accord? Donc, il y a une subdivision. Et puis, effectivement, la manière dont on interprète toutes les planètes pour nous les plus importantes, c'est les luminaires. Donc, c'est le soleil et la lune. Donc, quand on lit des thèmes kabbalistiques, on va vraiment se concentrer sur le soleil, sur la lune et peut-être moins donner, j'allais dire, d'énergie ou d'importance, par exemple, aux aspects planétaires, un petit peu moins, d'accord? Donc, la manière dont on lit les thèmes astraux est aussi vraiment différente dans l'idée de ce qui est essentiel et ce qui est moins essentiel. Ça, c'est vraiment en 2 mots, hein. D'accord, donc ça, c'est les différences. Après, comment on peut se servir au quotidien de l'astrologie kabbalistique? Elle a l'air beaucoup plus en épaisseur avec tout ce dont vous venez de parler. Donc, c'est peut-être une façon aussi de pouvoir s'en servir d'une meilleure manière. Absolument. D'ailleurs, si vous voulez, la manière dont on approche l'astrologie kabbalistique, disons, on a bon, une personne, un étudiant qui vient, qui nous dit, bon voilà, alors je veux avoir mon thème astral. Alors du coup, l'astrologue kabbalistique va s'asseoir et va donner vraiment, carrément, une liste de choses à faire. C'est-à-dire que c'est une liste de vie. C'est pas seulement une liste de choses qui sont en train d'arriver dans la vie de la personne. Effectivement, on va adresser ça aussi, mais on va donner vraiment à la personne une liste de choses que la personne doit corriger, que la personne doit vraiment mettre beaucoup d'efforts à amender, si vous voulez, à réparer. D'accord? Donc, ça commence comme ça. Après, on regardera ce qui se passe au point de vue planétaire dans l'année de la personne et on va donner à cette personne des choses à faire dans cette année. Donc, cette année, on va dire, d'accord, on ne doit pas
C'est pas le moment, si vous voulez, de commencer quelque chose de nouveau. C'est plutôt le moment de renforcer certaines positions qu'on a dans notre travail, dans notre carrière. Ou alors c'est un moment où on doit vraiment pousser l'agenda de l'amour, d'accord? De trouver vraiment l'âme sœur, de mettre, ou alors beaucoup d'énergie dans la relation de la personne, dans le mariage de la personne, etc. Donc, la personne va recevoir aussi un travail à faire dans cette année et va recevoir aussi un calendrier de l'année. Donc, au mois de décembre, c'est un bon moment de travailler sur ça. Au mois de janvier, on laisse tomber, on va un petit peu dans une retraite, on va au Népal, on va à Tzfat, un petit peu se reposer, etc. Donc, vraiment, on amène à la personne un calendrier, un agenda complètement différent pour lui ou pour elle, pour sa vie dans l'année à venir et dans la vie, en fait. D'accord? Mm. La vie est reflétée dans le thème astral de naissance, en fait. D'accord? Et effectivement, chaque nouveau mois, les kabbalistes expliquent que c'est très important de se réunir. Ça s'appelle, le nouveau mois s'appelle Rosh Chodesh, la tête du mois, mais le début du mois. Chodesh, c'est aussi Hadash, ça veut dire aussi la nouveauté. C'est une opportunité de vraiment faire un restart. Et donc, chaque nouvelle lune, on se réunit, on donne les tendances du mois à venir, du mois lunaire à venir, et donc on prend des notes, et du coup, on sait quoi faire, d'un point de vue global et d'un point de vue personnel. Donc, en fait, chaque élève de Kabbale va travailler vraiment de manière très proche avec des astrologues kabbalistiques pour avoir vraiment un meilleur impact et surtout raccourcir les choses parce que on regarde dans notre vie, quand on voit notre vie, très souvent, il y a des choses qui se répètent. Il y a vraiment des situations qui reviennent encore et encore et encore. Et c'est l'idée de l'astrologie kabbalistique de casser le karma, de casser ce qu'on appelle en Kabbale le tikkun, la correction de l'âme, et de casser ça et de vraiment, j'allais dire, de venir se renouveler, devenir nouveau, avoir un nouveau cinéma dans notre vie, un nouveau film en fait. Donc Donc, il y a beaucoup de choses. Hein. L'astrologie kabbalistique intervient dans la vie d'un élève de Kabbale à vraiment plein de niveaux. oui, c'est ça. Il y a le signe astrologique. Alors déjà, ce signe dont on parle souvent, puis il y a aussi le signe de l'ascendant, il y a le signe de lune, hein, c'est De ça? la Lune, Lune, voilà. absolument. Il y a Le tout un tas de signe choses. lunaire, tout à Voilà. fait. Et c'est des choses qui influencent effectivement et que vous lisez d'une manière à donner c'est pas des recettes, mais en fait, c'est des grandes lignes, c'est ça. Absolument, absolument. En fait, moi, ce que je dis toujours, c'est que c'est très difficile de vivre sa vie sans un manuel, si vous voulez, un manuel, une liste d'instructions. D'accord? Quand vous achetez j'allais dire un vacuum cleaner, vous achetez un Moulinex, d'accord? Le Moulinex, il vient avec un petit livret. Le petit livret, il vous dit, bon, alors ce bouton, quand vous allez le pousser, ça va plus vite. Là, ça va plus lentement. Et il semblerait qu'on vienne dans cette vie, qu'on soit né sans ce petit manuel, d'accord? Sans le petit livret. Et alors, du coup, on vit sa vie un petit peu au hasard, d'accord? Un petit peu au hasard, on fait des trucs, on voit, bon, nos amis ont fait ça, bon, peut-être que nous, on va le faire. D'accord? On vit sa vie sans un compas, d'accord? Sans un compas. Alors qu'en fait, il y a un compas. Quand la personne est née, il y a le manuel. Quel est le manuel? Quelle est l'instruction? Le manuel, c'est le thème astral. C'est le thème astral. À partir du moment où la personne est née, il y a un thème astral qui est son manuel. C'est la liste des instructions. C'est ce qu'il faut faire. C'est les boutons qu'il ne faut pas pousser, les boutons qu'il faut pousser pour accélérer, le sens de la vie, d'accord? Le thème astral, il parle du sens de la vie. On passe des fois 50 ans sans connaître le sens de la vie. On passe 50 ans sans avoir de boussole, sans comprendre pourquoi vraiment on est là. D'accord? Mais ça, c'est terrible. C'est terrible. Bon, à la fin, c'est très important de l'avoir quand même à 190 ans. D'accord? C'est pas grave. Il est jamais trop tard. La Kabbale est très, très positive. Quel que soit le moment
qu'on reçoit ce manuel d'instruction, c'est le bon moment pour nous. Mais en fait, quel, combien de temps on peut, j'allais dire, sauvegarder si on avait ce manuel d'instruction dès la naissance, d'accord? Et effectivement, l'étudiant de Kabbale, c'est s'il y a une nouvelle vie, quelqu'un est né, immédiatement on fait le thème astral pour dire, bon d'accord, alors ce petit ou cette petite, il faut mieux les orienter dans l'art, il faut essayer de leur parler de telle manière au lieu de cette manière-là, n'est-ce pas? Donc, ça change tout en fait. Hmm. Cette boussole, elle change tout. Et ça, c'est le manuel. C'est le manuel. C'est le petit livret qui vient avec le Moulinex, en fait. Le livret du Moulinex, j'aime beaucoup l'image. Voilà. Euh, Est-ce que je peux vous demander quels sont vos outils, quelle est votre méthode de travail quand vous voulez établir un thème ou établir les grandes tendances qui nous concernent tous? Comment vous faites? Eh bien, on regarde, il y a beaucoup de choses qu'il faut regarder. D'abord, il y a ce qu'on appelle l'astrologie mondiale. Et l'astrologie mondiale adressera chaque pays en fonction du thème du pays. Alors, comment on fait le thème du pays? C'est le jour de l'indépendance, d'accord? Et ce sont les nouvelles constitutions qui ont été établies dans ce pays-là. D'accord? Donc, on va regarder le pays, on va regarder les grandes tendances et on va regarder quelles sont les planètes, quels sont les mouvements des planètes qui vont affecter ce pays et donc effectivement la population du pays. D'accord? Et on regardera aussi trois planètes qui sont trois planètes super importantes dans le monde, qui sont les planètes Pluton, Uranus et Neptune, qui sont en charge, en fait, qui contrôlent tous les mouvements socio-économiques du monde. OK? Et c'est pas la peine d'être un sorcier, c'est pas la peine, on n'est pas des magiciens, c'est pas Harry Potter. On peut très bien regarder des références historiques parce qu'aujourd'hui, on a des ordinateurs très avancés, on a des programmes astrologiques qui sont fantastiques, il y en a plein. Il y en a plein dans les Mac, dans les Windows, il y a plein de programmes astrologiques qui sont fantastiques. Et on peut regarder ce qu'il s'est passé, par exemple, il y a 500 ans, 1000 ans, 2000 ans, quelles ont été les planètes, où étaient les planètes, quels ont été les rapports des planètes entre elles, et ce que ça a entraîné. Alors, pour vous donner un exemple concret, euh, en, en, en 2019, j'avais donné une grande conférence à Moscou, bon, qui a été effectivement transmise dans pas mal j'allais dire, de centres mondiaux. Et dans cette conférence, j'ai dit, bon, alors il y a un alignement en 2020 qui est un alignement un petit peu compliqué, où on a toutes les planètes qui sont dans une seule ligne en Capricorne. Alors Capricorne, c'est difficile. Capricorne, c'est vraiment un changement au niveau mondial. Il y a des choses qui vont pas être, qui vont être complètement différentes. Il y aura vraiment l'avant et l'après de 2020. Ce sera, le monde va être complètement différent. Alors, je fais très attention, je fais très gaffe à ne pas donner j'allais dire, des phrases comme ça, parce que bon, ça peut faire un petit peu peur, quoi. Hein. Ça fait un petit peu peur aux gens qui entendent, mais c'était inévitable, il fallait vraiment en parler. Donc, j'ai parlé de plein de trucs et j'ai parlé effectivement de grands mouvements humanitaires beaucoup de populations vont bouger d'un endroit à l'autre, d'un pays à l'autre. Alors effectivement, quand j'ai donné ça à Moscou, il y a eu un silence épouvantable dans la salle. Qu'est-ce qu'elle nous annonce? Ok, c'était en 2019, d'accord, décembre 2019. 2020, on s'est attrapé Covid, d'accord, Covid, où toutes les populations ont changé parce qu'on est tous partis, il y avait l'isolement sanitaire, la crise sanitaire. Tous les gens ont laissé les grandes cités, sont partis vivre à la campagne. Donc, il y a eu des mouvements, like Manhattan, par exemple, qu'on est parti visiter beaucoup de temps pendant le Covid, était complètement vide. Je veux dire, les bureaux complètement vides, tous les jeunes sont partis de Manhattan, ont commencé à vivre et à travailler remote control de leurs ordinateurs d'Arkansas ou IDEO, n'est-ce pas? On est tous partis avec des mouvements de population. J'avais parlé de restrictions dans les vols. Bon, effectivement, tout le monde s'est moqué de moi. J'ai dit, qu'est-ce que tu veux dire, restrictions dans les vols? Parce qu'il y a,
il y a c'est Hiroshima, Nagasaki. J'ai dit non, c'est pas, mais quand même, il y a un truc qui se passe. Je veux dire, on ne pourra plus voler de la même manière, on ne pourra plus voyager de la même manière. Bon, tout le monde a ricané, never mind. Ce qui s'est passé, c'est que pendant une année et demie, on ne pouvait plus voyager comme on voulait. On a été vraiment complètement réprimés. Et effectivement, je suis partie faire, après qu'on ait eu l'idée de Covid a éclaté, etc., je suis partie, j'ai commencé à faire plus de recherches et je me suis rendu compte que pendant la grande peste noire, qui a effectivement décimé l'Europe, d'accord, la peste noire en 1340-50, qui est venue de Crimée. C'était des navires qui amenaient des épices et des étoffes de Chine qui se sont arrêtés en Crimée, qui ont continué vers l'Europe, n'est-ce pas, vers toute l'Europe, les ports d'Amsterdam, etc., qui ont véhiculé des rats qui était porteur de la peste noire, qui a décimé la moitié de l'Europe, d'accord. Cette peste noire qui a ravagé l'Europe pendant plusieurs années, avait exactement les mêmes aspects planétaires. Toutes les planètes étaient alignées en Capricorne de la même manière, exactement quand on a eu le début de Covid. Bon, je ne pouvais pas savoir, parce que, je veux dire, il faut vraiment être un ordinateur. Hein. Je ne pouvais pas savoir. J'ai été obligée, après le fait, en fait, je me suis rendu compte, mais c'était quand même assez extraordinaire. Je me suis dit, mais attends, c'est ridicule cette histoire. Ça venait de l'Est, d'accord. Ça venait de l'Est, c'est comme ça. Ça venait de l'Est, c'est parti en Crimée et c'est parti dans toute l'Europe. On a eu exactement la même chose avec Covid. Exactement la même chose. Grâce à Dieu, on n'a pas été décimés de la même manière, mais quand même, il y a eu quand même pas mal de pertes. Hein. Mm. Et on est arrivé à résoudre cette histoire avec la quarantaine, etc. Donc, mais c'était quand même assez extraordinaire. On pouvait le voir dans le cosmos. Bon, effectivement, j'aurais eu besoin de plus de recherches, j'avoue. Mais enfin, il fallait rechercher dans tous les siècles, en fait. Alors du coup, j'ai un peu peur de vous poser la prochaine question, puisque c'est justement à quoi on doit s'attendre là? C'est quoi les grandes tendances pour l'avenir, pour les mois, la période à venir? Est-ce qu'on en a Donc, une... on va en parler. Hein. Ça va être le sujet, effectivement, de notre conférence avec Ruth Nachmias. Et je ne vais pas vous donner trop de petits. Je vais vous donner simplement peut-être des grandes lignes. Et vraiment, il y a pas mal de choses qui nous parlent à nous, qui aimons la spiritualité et qui étudions la spiritualité de la Kabbale tout le temps. Ça nous parle beaucoup parce que ce qui est en train de se passer, c'est que toute l'idée de la matière, tout ce qui est matériel, d'accord? Ce qui est matériel. On a passé un millénaire à être vraiment très matérialiste. C'est-à-dire que la personne, en fait, qui était considérée riche, c'est une personne qui avait des biens, qui avait des terres, qui avait des châteaux, des endroits, de l'or, n'est-ce pas? Un cheptel, des chevaux, des voitures, d'accord? Ça, c'était le riche, en fait. Mhm. Et quand on projette ça dans le futur, on se rend compte que ça n'existe plus. Ça n'est plus la manière dont ça existait. C'est-à-dire que les richesses maintenant, c'est des richesses premièrement virtuelles. Bon, là, on voit, hein, d'accord, on le voit. Maintenant, on peut acheter de l'art virtuel. Qui l'eût cru, n'est-ce pas? L'art est virtuel. On peut acheter un tableau virtuel. Il existe simplement dans le monde virtuel, il n'existe pas dans le monde physique. Et on est en train de transitionner du matériel vers le monde idéal, qui est le monde de l'idée. Le monde de l'idée, le monde de la connaissance, le monde de l'intelligence, le monde de la conscience. Et c'est pour ça qu'on a voulu appeler en fait ce séminaire Astrologie et conscience humaine. Parce que là où on est maintenant, on est dans une période intermédiaire entre j'allais dire, le matérialisme absolu, où la valeur de l'individu est associée seulement à ce qu'il a au point de vue matériel, ce qu'il a, donc ses possessions matérielles,
ce qu'il a en banque, ce qui lui appartient. On est en train de transitionner en fait vers un monde où la valeur, elle n'est plus matérielle. La valeur, elle devient, j'allais dire, idéale, elle est dans l'idée, elle est dans la conscience, elle est dans le savoir, elle est d'une manière, elle existe d'une manière différente, d'une manière qui n'est plus matérielle de la façon dont on le connaissait. D'accord? Donc, on va donner beaucoup d'explications là-dessus. Alors là, c'est un petit, j'allais dire, un petit résumé en fait de ce dont on va parler. Et moi, ça me rappelle beaucoup euh, André Malraux, en fait. Je sais que apparemment en France, cette phrase a été beaucoup utilisée. Moi, je ne sais pas parce que je n'ai pas été en France, j'ai pas habité en France depuis 1994. D'accord? Donc, mon dernier séjour long terme en France, c'était il y a très très longtemps. Hein. C'était au siècle dernier, littéralement. Et c'est cette phrase d'André Malraux qui m'avait beaucoup parlé quand j'étais au lycée. J'aimais beaucoup les existentiels. J'aimais beaucoup l'existentialisme, Camus, Sartre, Malraux. On étudiait ça beaucoup, j'adorais. Et donc, cette phrase qui apparemment a été beaucoup parlée au dernier siècle, que le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas. D'accord? C'est une phrase très connue d'André Malraux. Mais en fait, c'est vraiment un visionnaire, c'est vraiment une prophétie en fait. C'est une prophétie. C'est-à-dire que là où on va aller dans le futur, ça n'est plus les biens matériels, mais c'est tellement important parce qu'il y a tellement de gens, il y a tellement dans l'humanité de gens qui ont beaucoup de talent et ce talent, ces idées qu'ils ont, tout ce qu'ils peuvent apporter en fait à la société n'a pas été utilisé de manière optimale. N'a pas été utilisé de manière optimale parce que peut-être qu'ils n'arrivent pas peut-être à joindre les bouts, etc. Mais il y a beaucoup d'idées, il y a beaucoup de contributions, il y a beaucoup de dons à la société qui peut-être n'est pas complètement reconnue aujourd'hui. Et ça, c'est en train de changer. C'est en train de changer. Donc, je pense que on est dans un moment extraordinaire. Je pense que les générations d'après, dans 200 ans, ils vont nous regarder, ils vont se dire, c'est extraordinaire, c'est comme le siècle des Lumières, n'est-ce pas? Le siècle des Lumières, où quand on regarde aujourd'hui, on se dit, waouh, quand on étudie aujourd'hui, regarde-moi ça, tous ces peintres extraordinaires, ces philosophes extraordinaires qui ont vécu, qui ont marché sur Terre. Et je pense que cette génération, on est là. On est dans ce moment où tout est en train de changer, mais de changer de manière fantastique. Hein. Moi, je vois du bien. Moi, je vois pas du mal. Je vois du bien. Effectivement, il y aura toujours, dans l'humanité, on parle de ça beaucoup dans la Kabbale, il y aura beaucoup de gens qui pensent qu'à eux-mêmes, qui sont très égoïstes, qui font en fait du mal sans comprendre qu'ils fassent du mal. Mais en fait, on se rend compte de manière kabbalistique, ce sont des âmes qui ne sont pas encore matures, qui sont pas encore évoluées quelque part. Et là, on est un petit peu forcé d'évoluer spirituellement. Mais moi, je vois du bien, je vois pas du mal. Ça fait du bien un peu Ouais, d'optimisme. ouais, ouais. Et en ce moment, on en a besoin parce que quand on Ouais, écoute un... ouais, ouais, tout à fait, Hein, hein, c'est tout à vrai. fait. Tout à fait. Moi, je vois du bien. Moi, je vois vraiment des expériences extraordinaires, une manière de comprendre l'univers euh, tellement meilleure, tellement plus belle. Hmm. Donc, ouais. Euh, vous consultez en tant qu'astrologue kabbalistique. Comment ça se passe une consultation avec vous? Est-ce que vous faites donc des thèmes? On peut venir avec des questions particulières? Est-ce que Ah, tout à fait, tout à fait. Toutes les questions sont vraiment bienvenues. Alors, il nous faut absolument l'heure de naissance. D'accord? L'heure de naissance, c'est super important quand on construit un thème astrologique. D'accord? Sans une heure de naissance, j'allais dire, vraiment précise, on est un petit peu off. On est un petit peu. On n'est pas tellement, ça ne soit pas tellement bien. D'accord? Donc, c'est très important de faire des recherches sur l'heure de naissance et de là, on construit la position planétaire à cette heure particulière et donc, et de là,
je parle beaucoup donc du tikkun, de la correction spirituelle de la personne, de la manière dont la personne doit évoluer, des choses que la personne doit conquérir, doit comprendre dans ce monde. Et effectivement, donc on divise ça, on a à peu près 45 minutes, ce qui est vraiment très court, hein. 45 minutes à comprendre un petit peu qui est la personne et c'est ce qu'elle doit conquérir dans cette vie. Et après, on parle donc du présent et du futur. Et là, il y a beaucoup de questions. Et en vrai, ce qui se passe, c'est que au moins une fois par an, la personne va revenir avec des questions un peu plus précises, etc. Et donc, on suit vraiment le parcours de la personne pour l'aider à devenir ouais, ce que la personne est supposée devenir. Donc, le meilleur de soi-même, en fait, hein. La meilleure version de soi-même. C'est comme Windows XP. Vous partagez aujourd'hui votre savoir-faire, votre connaissance de l'astrologie, et plus particulièrement au sein de l'Académie d'astrologie kabbalistique que vous avez créée, je crois. Tout à Euh, fait. Est-ce que vous pouvez nous en dire un tout petit peu plus sur cette école? Ah oui, tout à fait. Ben, ça s'est passé. C'était très intéressant. On était à Moscou et donc notre prof à tous, Karen Berg, qui est malheureusement, elle n'est plus avec nous dans le monde physique. Elle est dans le monde métaphysique. Maintenant, elle est venue nous voir à Moscou pour donner un grand séminaire. Et on s'est assis et je lui ai dit, Karen, je crois que je vais ouvrir une académie d'astrologie kabbalistique parce que ça m'énerve. Il y a des gens qui viennent me voir et qui me disent, bon, alors je suis partie voir un astrologue X, Y et Z qui m'a dit que le ciel allait tomber sur la tête. C'est comme dans Astérix. Le ciel va me tomber sur la tête en 2020. Et là, j'en peux plus. Là, je supporte plus. Il faut absolument commencer à diffuser la manière dont on lit des thèmes astro. Karen m'a dit, super bonne idée, vas-y. Et donc, littéralement, pour 1 an et demi, je me suis assise chaque dimanche, du matin au soir, et j'ai construit tous les cours de l'Académie de l'astrologie kabbalistique. Et donc, on s'est dit, ben voilà, on va mettre ça, on va mettre ça sur l'Internet. Et du coup, depuis, donc ça a été mis en place en 2017. Donc en 2017, on a un petit peu commencé comme ça, sans beaucoup de publicité, simplement à dire aux gens. Et effectivement, depuis, on a eu peut-être 300 étudiants, mais je veux dire, c'est quand même un petit peu balèze, hein. L'enseignement de l'astrologie kabbalistique, il faut s'asseoir, il faut faire beaucoup de notes, il faut réviser, il faut étudier beaucoup de thèmes astro. Je veux dire, là, c'est vraiment une carrière, quoi. Il faut vraiment s'asseoir dessus, hein. C'est pas le, si on, c'est du niveau 1 jusqu'au niveau 9, ça prend à peu près 2 ans. Il faut complètement réviser. On a ce qu'on appelle les astrolabs, où on a des moments où tous les étudiants ensemble, une fois par mois, s'assoit et compare des notes par rapport à un thème astral. On prend un thème astral de quelqu'un qui est connu dans l'histoire, un chef d'État ou un philosophe. Et là, tout le monde doit s'asseoir et un petit peu reconstituer sa vie. Donc, ça, c'est facile parce que on a déjà les données. Les données existent sur Internet, donc on peut tout vérifier. Donc, ils s'assoient tous ensemble et vraiment, ils reconstruisent la vie de la personne. Et donc, c'est un savoir extraordinaire, mais moi, je suis très passionnée là-dessus. Et ça a aidé beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui ont dit open shop. Ils ont ouvert leur practice. Ils ont ouvert leur atelier d'astrologue kabbaliste. Et là, je suis contente. Là, je suis tranquille parce que je sais qu'ils ont fait nos armes avec nous. Ils ont fait leurs armes avec nous. Donc, c'est vraiment exactement ce qu'ils doivent dire à leurs clients au lieu de dire des choses qui sont parfois c'est simplement le pouvoir de la parole, hein. Parfois on a des astrologues qui disent des trucs épouvantables aux Hmm. gens. Oui, il va vous arriver une tuile. Bon, il va pas nous arriver une tuile. On a peut-être un petit j'allais dire un caillou au milieu du chemin. Bon, bah, faut, du coup, avoir peur de la tuile, c'est ce qui amène la tuile, hein, quelquefois. C'est ce qui arrive. Donc là, je suis tranquille. Tous ceux qui sont passés notre école, notre académie, je sais ils vont dire exactement ce que la personne doit entendre.
Bon, super. J'ai envie de terminer avec une question un peu plus personnelle, si vous m'y autorisez. Qu'est-ce que l'étude et la pratique de l'astrologie kabbalistique a changé dans votre vie à vous? Ben, en fait, ça a tout changé parce que la manière dont j'ai éduqué même mes enfants, c'était avec les thèmes astro. Grâce à Dieu, hein, parce que sinon, ça aurait été une catastrophe. Je veux dire, moi, je dis toujours que la lumière divine, hein, le sens de l'humour. Moi, je suis un signe de feu. Dans notre famille, tous les enfants presque sont des signes d'eau. Au secours, le feu pour parler à l'eau, c'était vraiment au secours. Grâce à Dieu, j'avais leur thème astro. Je me suis dit, bon, d'accord, ok, ok. On va pas utiliser ces phrases, on va utiliser d'autres phrases, on va essayer de changer un petit peu la manière dont on voit la vie, on va essayer de voir la vie avec leurs yeux à eux et du coup se positionner grâce à eux. Moi, ça m'a beaucoup aidé à comprendre, à me comprendre moi-même, vraiment, à me comprendre moi-même, vraiment à partir de soi, je veux dire. On a tous beaucoup de défis, de challenges avec les membres de notre famille. Je veux dire, moi, j'ai une famille super compliquée. C'est des pieds noirs. Chacun a une histoire qui fait plus longue que Dostoïevski. C'est tellement compliqué. Et ça m'a vraiment aidé à me repositionner de manière complètement différente. Ça a complètement amélioré les relations que j'avais avec mes parents, en feu, mes parents, ils sont décédés il y a quelques années maintenant. Mais ça m'a aidé à les comprendre, ça m'a aidé à les aider, en fait. Ça m'a aidé à comprendre ma famille, ça m'a aidé à me comprendre moi-même, à comprendre quel était le sens de ma vie. Et c'est super important. Je veux dire, on ne peut pas continuer à vivre sa vie sans comprendre qu'est-ce qu'on est venu amener au monde. C'est pas possible. Je veux dire, on devient fou comme ça. C'est pas optimal en fait. Donc moi, ça m'a aidé beaucoup. Ça m'a aidé beaucoup dans la relation avec mon mari. On est ensemble depuis cette année à venir, ça va être 35 ans. On est complètement différents. C'est comme l'huile et l'eau. Donc, ça va super, ça va vraiment aider à trouver les mots avec lesquels je dois lui parler et arriver à son cœur. Ça a complètement changé la manière dont je vois la vie. Et de manière plus importante, je pense que ça me positionne euh, euh, à un niveau où je peux aider le monde, quelque part, à mon niveau, hein, fait ce qu'on peut, hein. Mais à mon niveau, ça m'aide à aider le monde. Je veux dire, essayer de transmettre tous ces messages astrologiques et cosmiques et voir les gens vraiment se dire, ah, ça y est, c'est ça qui se passe en fait. C'est ça qui se passe dans notre vie, c'est ça qui se passe cette année. Ok, d'accord. Il faut que je me repositionne en fonction de ce qui se passe dans le cosmos, des messages qui arrivent dans le cosmos. Ça aide beaucoup, ça aide vraiment. Vraiment, ça m'a aidé vraiment à donner un sens à tout ce qui s'est passé et à maîtriser la vie de manière meilleure, d'accord, de manière plus optimale. Je ne veux pas dire contrôler la vie parce que contrôler, être contrôle fric, c'est pas un bon plan. Il faut comprendre aussi ce que le cosmos nous dit. Je veux dire, il y a nous, il y a le cosmos et on est vraiment côte à côte. On est côte à côte. Il faut qu'on travaille avec le cosmos et le cosmos travaille avec nous. C'est pas contrôler tout, je suis un contrôle fric, chaque chose doit arriver de la manière dont je veux. On va arriver exactement au but qu'on s'est mis, mais avec le cosmos. C'est-à-dire que d'une manière parfois qui est un petit peu différente de la manière dont on avait compris ou qu'on voulait. D'accord. À partir du moment où on a la destination, c'est un petit peu l'astrologie, c'est un petit peu le GPS, le Waze du cosmos. D'accord. Quand vous mettez le GPS, vous dites, bon, je suis là, place de la Concorde, il faut que j'arrive dans le 16e. D'accord. Alors, quelle est la meilleure route? Vous allez voir que parfois, la route elle va être recalculée. Bah, c'est ça. L'astrologie, c'est ça. C'est le Wave, le GPS du cosmos. Ça va vous aider à recalculer et arriver vraiment où vous voulez arriver, mais dans la meilleure route possible. Et moi, sans l'astrologie, j'aurais pas compris. Il y a beaucoup de gens que j'aurais pas compris dans ma vie, mes enfants pour commencer, et beaucoup d'autres personnes. Ça m'a vraiment aidé à me mettre
dans la peau des personnes qui sont autour de moi. Du coup, en regardant leur thème, je me dis, OK, d'accord, c'est ça. En fait, la personne a répondu, réagi de cette manière parce qu'elle a cette planète. OK, d'accord, je comprends. Là, il faut que j'utilise un autre vocabulaire. Donc, ça m'a aidé en fait à remettre tout en place de manière optimale. Je suis pas encore là, hein. Je suis pas encore, j'ai pas d'auréole sur la tête encore, mais on y travaille. Alors, en vous écoutant là parler, on sent que ça aide personnellement, mais ça aide, comme vous dites, à comprendre les autres. Donc en fait, c'est quelque chose qui est centré sur soi, mais pas uniquement en fait, hein. C'est quelque chose Ah que... non, pas du tout, pas du tout. Je veux dire, moi, c'est aussi les autres. C'est pas seulement le moi. On peut pas s'arrêter au moi. Le moi, c'est aussi les autres. Là, du coup, je suis pas du tout d'accord avec Jean-Paul Sartre. L'enfer, c'est les autres. Oui, l'enfer, c'est les autres quand on les comprend pas. Quand on les comprend, c'est plus l'enfer, c'est le paradis. Ça, Tout à c'est fait. ça, c'est très joli. Comme suite de phrases à Sartre. Tout à fait. Il faut ajouter une phrase après. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, Yael Yardeli, d'avoir répondu à ces questions de façon claire et avec le sourire. Merci. Super, merci beaucoup. Bah, ça me fait plaisir. Bah, on se voit à la conférence, Avec si Dieu plaisir. veut. Il faut marquer le calendrier, 31 mai. 31 mai.